Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein et Guy Birenbaum sont là également. Et notre invité ce matin est ancien Premier ministre, candidat à la primaire à gauche. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Avant de parler du débat qui vous oppose à Benoît Hamon, on peut le dire ce matin, la direction du Parti Socialiste a manipulé les chiffres de la primaire à laquelle vous avez participé. À 0h45 lundi matin, vous totalisiez, Manuel Valls, 388 603 voix. 388 603 voix, ça faisait 31,11% du total des voix. Et à 10h lundi matin, donc 10 heures plus tard, vous aviez toujours 31% des voix, mais vous aviez 110 000 voix de plus, 498 114 voix. Ça vous indigne, ce procédé ? Bon, je ne remets pas en cause les résultats, et surtout ma qualification est celle de Benoît Hamon au deuxième tour pour la vraie explication, je crois, de cette primaire à l'occasion de ce deuxième tour. Mais j'attends en tout cas la plus grande rigueur, le plus grand sérieux, le plus grand professionnalisme, la bonne transmission pour dimanche prochain. C'est ça qui doit évidemment s'imposer. Il y a eu des cafouillages, c'est regrettable. C'est regrettable pour l'exercice, parce que 1 600 000 électeurs, c'est insuffisant, mais c'est tout de même beaucoup plus que des salles de meeting, beaucoup plus que le nombre d'adhérents des formations politiques qui organisaient cette primaire. Ce sont des hommes, des femmes de gauche qui se sont déplacés. Comme moi, je souhaite qu'ils soient encore plus nombreux, bien plus nombreux dimanche prochain. Il faut que l'organisation du scrutin soit incontestable. Ce qui n'a pas été dimanche dernier, vous dites que ça ne remet pas en cause le résultat du premier tour, parce que vous le décidez tous ensemble, mais on n'en sait rien. Non, mais ne me rendez pas responsable de l'organisation. Moi, ce que je demande à la haute autorité et aux organisateurs du scrutin, c'est que les choses se passent parfaitement et le mieux possible, avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur. La démocratie ne peut pas souffrir du moindre doute. Il n'y a pas de doute, je crois, sur la sincérité du scrutin. Il y a un doute sur la manière dont les informations sont remontées. Mais moi, comme vous pouvez le comprendre, je suis concentré sur le deuxième tour et sur le fait qu'il doit y avoir bien plus d'électeurs et qu'il doit y avoir bien plus d'électeurs socialistes, et j'en appelle à leur fierté, s'ils veulent que cette formation politique, celle de François Mitterrand, de Lionel Jospin, de François Hollande, soit toujours présente, soit toujours là, à eux de venir s'engager dimanche prochain, de venir voter massivement. Vous dites regrettable. Bon, dans n'importe quelle entreprise, quelqu'un qui fait une erreur comme ça saute le jour même. Est-ce que Jean-Christophe Cambadélis peut rester à la tête du PS ? Mais voilà, c'est une énorme erreur. Nous sommes dans un moment historique. Je pèse raison de plus. Historique pour la gauche. C'est son avenir qui est en jeu à l'occasion de cette primaire et du choix, au fond, très clair. Pendant la campagne du premier tour, 7 candidats, 7 personnalités, j'en doute pas, toutes de qualité, des débats qui ont été intéressants, 7 projets, mais une absence de clarté. Là, la clarification entre deux visions de la gauche, entre deux visions de l'exercice du gouvernement, nous oppose. Je ne parle pas des personnes. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Benoît Hamon. Mais nous oppose. Donc, écoutez, nous ferons le bilan de tout cela après le deuxième tour. Mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux un deuxième tour où, encore une fois, l'organisation, l'information, le nombre de bureaux de vote, l'information viennent. C'est ma conception de la démocratie. J'ai été ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Je sais comment on organise des scrutins. Ça doit être impeccable. Il ne peut pas y avoir la moindre contestation. Donc que chacun se reprenne et organise les choses le mieux possible pour dimanche prochain, à commencer par l'information sur les bureaux de vote, sur les lieux de bureaux de vote. Il y a suffisamment de militants, de sympathisants, de gens qui veulent s'engager pour pouvoir organiser ce scrutin dans les meilleures conditions. Vous parlez d'un second tour historique face à Benoît Hamon. Vous l'abordez dans une situation de ballottage défavorable. Personne pour l'instant parmi les 5 autres en fait n'est venu. C'est Sylvia Pinel apporte vos suffrages, mais Vincent Peillon pour l'instant n'a rien dit. Et nous attendions ce matin le ralliement à votre candidature de François de Rugy. Il était l'invité de France Info avec Fabienne à 7h40. Il a exclu de voter pour Benoît Hamon. Mais il n'a pas dit qu'il appelait à voter pour vous parce qu'il attend des éclaircissements, notamment sur un domaine qui lui est cher, c'est l'écologie. On écoute François de Rugy. Je souhaite que Manuel Valls soit clair, précis sur ces enjeux, alors qu'il s'est peu engagé dans la campagne de premier tour sur ces sujets. Et encore une fois, il a dit qu'il s'adressait à des électeurs qui ne sont pas venus voter à la primaire, qu'il s'adresse aussi à ceux qui sont venus voter au premier tour et qui ont voté pour moi sur notamment les questions écologiques.
Voilà, donc il attend de vous des clarifications dans le domaine de l'écologie, des engagements que vous n'avez pas pris auprès de lui pour l'instant. D'abord, je m'adresse à ceux qui ont voté au premier tour. François Durgy, d'ailleurs, a été une belle révélation de cette campagne par la clarté de ses propositions, par la belle langue qu'il pratiquait, par sa ténacité dans les débats. Nous nous sommes retrouvés, je crois, ensemble pour défendre ce qu'on appelle la culture du gouvernement, la culture de la responsabilité. Il sait ce que j'ai fait comme Premier ministre, notamment en engageant la loi sur la transition écologique ou la loi sur la biodiversité. Il sait parfaitement quelle est ma position sur Fessenheim, parce que comme chef du gouvernement, j'ai eu l'occasion souvent de m'exprimer sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur la nécessité de respecter l'engagement de François Hollande de fermer Fessenheim. Et donc, j'espère que aujourd'hui, le conseil d'administration... Ça ne lui d'EDF, suffit visiblement pas, François de Rugy. Et puis, d'une manière ça plus ne lui générale... suffit visiblement pas. On verra, il a dit qu'il attendait le débat de mercredi. Et puis, nous en avons parlé hier, lui et moi. Moi, je ne suis pas dans les combinaisons, dans l'échange de propositions. Je m'adresse aux électeurs qui ont voté au premier tour. Je m'adresse à tous ceux qui peuvent venir, nombreux, je l'espère, voter au deuxième tour. Et je porte dans mon projet cette idée de transition écologique, de priorité aussi, c'est encore aujourd'hui dans l'actualité, la santé environnementale, la lutte contre la pollution, une écologie qui est celle qui est possible, qui n'est pas celle des mots, qui n'est pas celle de la proclamation, qui est celle que nous partageons avec François de Rugy, qui est la transition écologique, la priorité à l'investissement pour les transports propres, la voiture propre. Mais ni Vincent Payan, ni François de Rugy n'appellent à voter pour oui, vous. Vous n'avez pas reçu de soutien significatif et donc ça n'inverse pas la situation de blocage défavorable dans laquelle vous êtes. Ça dépend vraiment de ces nouveaux électeurs et du choix. S'il y en a des nouveaux électeurs. Mais pourquoi être pessimiste? Moi, je suis optimiste parce que, encore une fois, le choix est historique, le choix est clair entre deux conceptions sur le travail, sur la norme dans la société, sur le sérieux budgétaire. Moi, je propose une société du travail. Benoît Hamon propose aujourd'hui les 32 heures, le revenu universel pour tous, et donc s'éloigne de cette relation au travail et de la dignité que procure le travail. Voilà, par exemple, l'un des sujets majeurs desquels nous débattrons, je n'en doute pas un seul instant, demain soir. Et on y revient dans une minute. Tout pile, il est 8h40 sur France Info. Victor Matet pour l'essentiel. La fermeture de Fessenheim contre une indemnisation de l'État de 400 millions d'euros. Le conseil d'administration d'EDF doit en principe dire ce matin s'il accepte ou non. Le vote des 6 administrateurs indépendants s'avérera déterminant. Eux espèrent connaître la vérité et que soient reconnues toutes les responsabilités, les victimes de la catastrophe d'AZF. 16 ans après l'explosion de l'usine toulousaine, 31 morts et des centaines de blessés. Ouverture aujourd'hui d'un 3e procès. Cette fois à Paris, il va durer 4 mois. La qualité de l'air reste mauvaise sur une très large moitié nord de la France. La circulation différenciée ou alternée est reconduite à Paris, Lyon, Villeurbanne. À Grenoble, interdiction de rouler pour les véhicules de plus de 20 ans. Il a 31 ans et c'était le dernier Français encore en course à l'Open de tennis d'Australie. Jo-Wilfried Tsonga éliminé en quart de finale par le Suisse Stan Wawrinka. Tsonga qui annonce dans la foulée qu'il ne jouera pas le premier tour de la Coupe Davis au Japon début février pour rester auprès de sa compagne enceinte de plusieurs mois. Et c'est Manuel Valls qui est avec nous ce matin dans l'émission politique de France Info. La question, c'est vous, Gilles Bernstein. Oui, dimanche soir, après les résultats, vous avez attaqué Benoît Hamon au bazooka assez durement. Au bazooka. Au bazooka, absolument. Oui. On vous écoute. Un choix très clair se présente désormais à nous. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisable et infinançable, et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. Heureusement que vous êtes dans le même parti, parce que ça ne se voit pas à l'œil nu, si je puis dire. D'abord, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des termes guerriers. Et ensuite... Votre déclaration était guerrière. Et ensuite, on parle du bazooka. Oui, votre déclaration était guerrière. Mais on en reste aux mots, et ils sont importants. Nous sommes dans une élection ouverte. Il ne s'agit pas d'un débat interne. Ouverte devant les Français. Ce sont les Français qui sont pris à témoin. Nous demandons à les électeurs de venir voter 1 600 000 au premier tour. C'est insuffisant, mais c'est tout de même significatif. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dimanche prochain. C'est une nouvelle campagne qui s'ouvre. C'est ainsi. On nous a placés tous les deux présents au deuxième tour. Donc il faut cette clarification. Parce que sinon, à quoi sert la primaire ? Si c'est pour pas choisir, vous avez raison, et pour Manuel pas Valls. choisir. Mais quand donc, vous dites deux orientations qui sont claires. Sûr. Et une nouvelle campagne a commencé dès le soir du premier tour, et il faut permettre cette clarification. Pardon, quand on présente, ça a été quand même la marque de Benoît Hamon,
au cours de cette campagne. Chacun l'a salué. Une nouvelle proposition, le revenu universel, c'est-à-dire 800 € pour tout le monde, c'est-à-dire 350 milliards au moins d'euros sur le budget de l'État, c'est-à-dire au fond une conception du travail qui est très éloignée d'ailleurs de celle qui est la mienne. Moi je propose la société du travail, la défiscalisation des heures supplémentaires, la fiche de paie, l'engagement pour l'emploi, la création d'emplois, le soutien à la compétitivité des entreprises. Donc là, il y a honnêtement un vrai débat. Donc il faut qu'il soit tranché, il faut qu'il soit clarifié. Vous nous dites souvent, les débats ne sont pas clairs, il y a des synthèses, il y a des rassemblements qui ne servent à rien. Non, là ce sont les électeurs qui doivent trancher sur deux conceptions du travail, et il y a bien d'autres sujets sur la laïcité, sur la sécurité, sur la protection sociale, sur lesquels nous allons forcément échanger, les électeurs pourront choisir. Oui, je vous en prie. Revenons au revenu universel. La réponse nous étonne un peu. On a retrouvé avec l'équipe une archive du 27 octobre 2016. Vous étiez alors Premier ministre et vous souteniez, en tant que Premier ministre, une expérimentation du conseil départemental de la Gironde. Sur quoi ? Sur un revenu universel. On vous écoute. Bien sûr. Le revenu universel que je défends, c'est la garantie d'un revenu pour tous et à tout moment. La garantie d'une continuité en cas de coup dur. Une sécurité nouvelle face aux risques nouveaux de précarité auxquels nos concitoyens sont exposés. Vous l'avez même tweeté, garantir un revenu à tous et à tout moment. Alors pourquoi quand c'est Benoît Hamon, c'est pas bien, et quand c'est vous, c'est bien ? Il faut être honnête, et sur le plan intellectuel. Généralement, on est honnête. Oui, non, je parle à vous. C'est-à-dire, je suis allé devant le conseil départemental de la Gironde, qui met en œuvre une expérimentation avec la fondation Jean Jaurès, à partir d'une idée que j'ai défendue, à travers le rapport de Christophe Sirugue, quand il était député, qu'il m'a remis en avril dernier, c'est-à-dire la fusion des minima sociaux. Et nous avons toujours dit que c'était sous condition de ressources, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Nous l'avons ouvert. C'est pas ce que vous aviez dit à Bordeaux. Vous dites garantir un revenu à tous et à tout moment. Ah, c'est ce que l'on a entendu. Écoutez, très honnêtement, je sais ce que je dis, c'est-à-dire fusion des minima, fusion des minima sociaux, à tous pour ceux qui sont sous condition de ressources, à tous, c'est-à-dire les jeunes de 18 à 25 ans qui en auront besoin pour précisément quand il y a un coup dur. Quand il y a un coup dur, je l'ai bien rappelé. Vous disiez, Monsieur Valls, c'est l'horizon d'un quinquennat. Eh bien, c'est l'horizon du quinquennat de Benoît Hamon. Oui, non, je crois que dans le débat que nous avons eu, mais encore une fois, il sera face à moi, nous serons face à face mercredi, donc nous allons pouvoir discuter de cela. Il faut ce revenu décent que je propose, qui a été défendu par François Chérec, qui est défendu par l'AFNAR, c'est-à-dire la Fédération nationale des associations et des travailleurs sociaux qui luttent contre la pauvreté. Oui, il faut qu'il soit beaucoup plus efficace, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont droit à ces revenus minimums, à ce RSA, ne font pas appel à cela. Parce qu'il y a parfois une forme de gêne, de honte, d'absence d'information, d'efficacité. Donc cette fusion gagnera en efficacité, elle sera individuelle, sous condition de ressources, et en effet, au moment où il y a un coup dur, pour permettre à ceux qui sont en difficulté de retrouver une deuxième chance, avec toujours ce lien avec le travail. Mais vous ne ferez croire à personne que j'ai défendu l'idée d'un revenu universel à 350 milliards d'euros, avec d'ailleurs une vraie difficulté, un vrai sujet derrière. C'est que c'est défendu aussi, dans d'autres pays par exemple, par les ultra-libéraux, qui souhaiteraient substituer à l'ensemble de la protection sociale ce type de minima ou de revenu universel. Et là, ça mettrait en cause profondément notre protection sociale. Voilà l'un des débats, voilà l'une des différences fortes, qui est au fond la conception même du travail que nous pourrons avoir dans la société. Il propose d'aller vers les 32 heures, évidemment, je ne le propose pas non plus. Je voudrais vérifier un point quand même avec vous, Manuel Valls, pour revenir à la déclaration de dimanche. Quand vous dites que les propositions de Benoît Hamon sont irréalistes et infinançables, s'il gagne dimanche soir, si vous gagnez, Benoît Hamon vous soutiendra, mais s'il gagne dimanche soir, vous le soutiendrez avec des propositions irréalistes et infinançables. C'est ça qui était violent dimanche. Vous êtes dans le même parti, engagé dans une primaire, et potentiellement, si vous perdez, vous acceptez de soutenir Benoît Hamon avec les positions qui sont les siennes. Il n'y a pas de violence. Irréaliste et infinançable. Excusez-moi, quand on propose 350 milliards d'euros, même à l'horizon d'un quinquennat, c'est irréaliste. Et quand on bâtit... Mais s'il gagne, vous allez le soutenir ou pas ? Quand on bâtit le succès
de sa campagne sur cette idée-là, alors on est en effet un marchand de sable, un marchand d'illusions, parce que ça va créer les désillusions. S'il gagne, vous le soutenez ou pas? Moi, j'attends dimanche, Jean-Michel. S'il gagne, vous le soutenez ou pas? Jean-Michel Apathy, j'attends dimanche. Je ne réponds pas aux questions avant qu'elles ne se posent. Vous ne répondez pas. Mardi matin, si Benoît Hamon gagne, je le soutiens. Je ne répondrai pas à cette question parce que j'envoie tous les pièges. J'attends dimanche et je mène campagne pour gagner. C'est comme ça que je vois les choses dans cette campagne. La règle de la primaire, c'est je soutiens celui qui gagne. Mais il y a des règles, bien évidemment, et pardon. Et moi, en général, j'ai plutôt respecté les règles, alors que Benoît Hamon n'a eu de cesse, quand il a quitté le gouvernement, de ne pas voter des textes importants, loi de finances, ou même des textes qui concernaient la sécurité des Français. Donc, du point de vue des règles, je sais qui respecte les règles et qui ne les respecte pas. Mais comme il y a une nouvelle campagne, comme je veux gagner, parce qu'il ne s'agit pas de moi seulement, il s'agit encore une fois de l'avenir de la gauche, de la culture de la responsabilité, de la culture du gouvernement. C'est-à-dire gouverner pour agir, pour changer la vie quotidienne des gens. Moi, je ne suis pas contre uniquement son projet. Je défends la société du travail. Je défends mon idée de la laïcité. Je défends ma conception qui est celle, oui, du sérieux et notamment du sérieux budgétaire. Je ne veux pas que la proposition soit non seulement irréalisable, mais qu'elle se traduise ensuite par l'augmentation des impôts. Moi, je défends la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et les couches populaires. On va parler de la laïcité après la pause, parce que là, on voulait vous faire entendre un extrait, on n'aura plus trop le temps. Je note quand même, Manuel Valls, ça risque de faire un peu de bruit, que ce matin, vous n'êtes pas en état de dire que vous soutiendrez le vainqueur du scrutin dimanche soir. Je le note. Mais parce que c'est votre questionnement. Non-réponse va quand même pas faire du du tout. bruit. Mais c'est votre questionnement. J'ai déjà dit que les règles de la primaire seraient respectées. Nous avons parlé il y a un instant du scrutin à l'occasion des premiers débats. Nous l'avons tous dit. Je m'engage. J'ai fait la démonstration suffisamment de fois que je respectais les règles. Mais là, nous sommes dans un débat de clarification. Vous êtes déjà vous dimanche soir. Moi, je suis mardi. Je veux gagner cette primaire et dans un débat clair devant les Français. Pas violent, clair. Il faut être clair. Moi, je serai respectueux des personnes et du candidat. Mais je veux de la clarté. Et c'est sur cette base de la clarté que d'autres électeurs peuvent venir et que je peux l'emporter. Vous êtes clair, Manuel Valls, même quand vous ne répondez pas à la question. Je vous remercie. Voilà, et il nous reste un peu de temps pour discuter ensemble, notamment de laïcité. On en parlait un instant en attendant 8h50, la minute de Victor Matem. La pollution aux particules fines, toujours très importante sur une large moitié de la France. Conséquence, circulation alternée ou bien différenciée reconduite à Paris, Lyon et Villeurbanne. À Grenoble, les véhicules de plus de 20 ans restent au garage. François de Rugy ne donne pour l'instant aucune consigne de vote pour le second tour de la primaire de la gauche dimanche. Arrivé 4e du premier tour avec près de 4% des voix. Le député écologiste l'annonce ce matin sur France Info. Il est en revanche certain de ne pas voter pour Benoît Hamon. Les couches dangereuses pour la santé des bébés. Une enquête de 60 millions de consommateurs relève la présence de faibles traces de pesticides ou de dioxines dans la plupart des marques. Le magazine demande l'interdiction de ces substances au nom du principe de précaution. Les infirmiers, eux, dénoncent à nouveau la dégradation de leurs conditions de travail, et notamment à l'hôpital, journée de grève et de manifestation. À Paris, le cortège part à 13h de la gare Montparnasse. Et puis terminus pour Jo-Wilfried Tsonga. Le Français s'arrête en quart de finale de l'Open de tennis d'Australie, battu en 3-7 par le Suisse Stan Wawrinka. France Info. Manuel Valls est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Gilles Bernstein, question. Oui, Manuel Valls, un reportage diffusé sur France 2 le mois dernier montrait un café de Sevran où les femmes n'étaient pas les bienvenues. On regarde et on écoute un extrait. Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Dans le 93. Et alors, le 80... Et alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. Ce qui manifestement n'a pas tellement ému Benoît Hamon, qui a dû réagir à cet extrait. C'était sur France 3. On l'écoute également. Si on parle des cafés, il y a deux choses. Dans les cafés, historiquement, et dans les cafés ouvriers, pas de femmes, hein, historiquement. Là, en l'occurrence, on parle de café à Sevran parce qu'on estime ou on apprécie que l'espace public est confisqué aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il serait à majorité musulmane. Question claire, est-ce que vous trouvez Benoît Hamon trop accommodant avec l'islamisme radical? Mais moi, je sais quelle vision de la société je défends. Il ne peut pas y avoir dans notre République un interdit vis-à-vis des femmes dans des lieux publics ou dans l'espace public. Et parce que j'ai mis l'égalité femmes-hommes au cœur de mon projet, je considère que la condition des femmes, notamment dans les quartiers populaires, est un sujet
prioritaire. Donc il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Il y a des ambiguïtés, il y a des ambiguïtés, il y a des risques d'accommodement, oui, en effet, de sa part. C'est un des débats que nous avons à gauche. Vous savez, beaucoup de sujets ont été tranchés au cours de ces dernières années concernant la gauche. Beaucoup de sujets ont été tranchés, souvent à l'initiative des maires, souvent à mon initiative. Je pense aux questions de sécurité. Chacun reconnaît que la norme, la règle, la sécurité sont indispensables pour protéger les plus faibles. Mais il y a encore ceux qui veulent s'affranchir de formes de normes et de règles. Benoît Hamon propose par exemple, il n'est d'ailleurs pas le seul, mais il propose par exemple la légalisation de la vente du cannabis. Moi, j'y suis opposé au nom même de l'idée de la règle. Vous avez dit qu'il y a des ambiguïtés chez Benoît Hamon. Il y a des ambiguïtés de sa part. Dans sa déclaration il y a un instant, je crois que ce débat devra être évidemment précisé. Et sur l'idée au fond... Vous profiterez du débat mercredi soir pour faire préciser à Benoît Hamon sa position sur la laïcité. D'abord quelle est ma vision de la laïcité. La laïcité, elle est là pour protéger, pour permettre à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas de vivre ensemble, pour protéger aussi les femmes, et ça va bien au-delà d'ailleurs du problème de la laïcité. Donc là aussi, il faut sortir de toutes les ambiguïtés. Dans cette campagne, dans ce moment-là, dans cette campagne qui commence, entre les deux tours, pour le deuxième tour, pour la clarification et pour l'avenir de la gauche, il me semble important, en effet, qu'on soit au clair. Il ne peut pas y avoir le moindre compromis avec les communautarismes et avec ces pratiques qui concernent nos femmes. Moi, je fais du combat pour les femmes, de la violence faite aux femmes. Toutes les violences, j'en fais un combat essentiel parce que là se joue aussi une certaine conception de la République et de la société. Donc vous aurez l'occasion demain, lors du débat avec Benoît Hamon, de vérifier vos conceptions. Amicale, souriante, mais claire. Amical, je ne sais pas comment sera le débat, s'il sera amical, mais enfin, en tout cas, il sera intéressant. Ça, c'est une évidence. Nous voulions vous montrer, Manuel Valls, une image qui nous a un peu amusé, mais aussi un peu surpris. Pendant que les militants socialistes, les sympathisants socialistes votaient dimanche, François Hollande était loin, très loin, comme nous le racontait Sébastien Baer, envoyé spécial de France Info au Chili. Très très loin s'il l'a suivi, car difficile, très difficile même de trouver un endroit plus isolé, plus sauvage, plus coupé du monde que ce désert de l'Atacama au nord du Chili. Et c'est ce lieu qu'a choisi François Hollande pour se trouver au moment où les résultats de la primaire de ce premier tour de la gauche vont être connus. Voilà, ça nous a fait sourire, il faut bien vous le dire. Vous aussi, apparemment. Donc. Oui. C'est le reportage. Le reportage, oui, le vent et la mèche, oui, bien sûr, tout ça est très drôle, mais en même temps, ça dit quelque chose. Le président de la République est à des milliers de lieues du débat qui agite et fracture le parti qui a été le sien toute sa vie. C'est quand même terrible comme image. Je ne doute pas un seul instant qu'il suit, même de loin, ce qui se passe. Il est dans un déplacement important, dans un continent, l'Amérique latine. Il ne vous soutient pas ? Mais pourquoi demander au président de la République parce que vous dites qu'il y a une gauche irréaliste qui a décidé, il y a une gauche irréaliste, une gauche sérieuse, et vous vous étonnez pas qu'ils ne soutiennent pas la gauche réaliste. Je vous connais par cœur. Si François Hollande me soutient, alors c'est le poids du bilan. S'il ne me soutient pas, c'est que voilà, il y a un problème. Non. Vous l'avez demandé. Donc vous le préférez loin. Non. Est-ce que vous le voulez loin? Moi, d'abord, je respecte le président de la République et sa décision et des déplacements importants, le Chili, la Colombie, la France. Il y a une place dans le cœur des habitants d'Amérique latine et nous devons être très présents. La démocratie, notamment en Colombie, la sortie de la guerre civile sont des éléments tout à fait essentiels, ne l'oublions pas. Mais ça, c'est son rôle. Mais moi, je suis candidat à la présidence de la République. Vous attendez un geste avant dimanche ? Engagé dans un débat. Je n'attends pas de geste particulier. Vous vous êtes parlé ? On se parle régulièrement. Non, mais dimanche soir. Mais oui, mais bien évidemment. Vous l'avez au téléphone. Est-ce que c'est lui qui vous a appelé? Mais je respecte la même pratique qui était la mienne quand j'étais Premier ministre. Je ne parle pas de mes conversations avec le président de la République. Vous vous êtes parlé depuis le résultat. Mais bien évidemment. Et il vous a dit, Manuel, je te soutiens. Et bien évidemment, nous parlons régulièrement. Mais je pense que lui, comme tous ceux qui sont attachés d'abord à la formation politique, qui est la nôtre, celle que je rappelais, celle fondée par François Mitterrand, à la culture de la responsabilité, du sérieux. C'est ça ce qui se joue. Si dimanche, ça n'est pas cette culture du sérieux, et qui n'oppose jamais d'ailleurs les valeurs à l'exercice du pouvoir. Ce que j'ai dit, c'est-à-dire le cœur et la raison, parce que les deux sont intimement liés. Ce qui est terrible dans la gauche, mais c'est un vieux débat dans la gauche française, c'est qu'on sème des illusions, on dresse des procès en trahison, et ensuite c'est l'échec. Et là, d'ailleurs, Benoît Hamon a fait lui-même référence à des exemples à l'étranger. Il se réclame de Corbyn en Grande-Bretagne, de Podemos
en Espagne. C'est-à-dire, pour traduire ça auprès de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, c'est-à-dire l'opposition pour toujours en Grande-Bretagne et la division qui empêche l'exercice du pouvoir en Espagne. Et moi, je ne veux pas de cela. Et c'est ça qui se joue demain pour la gauche. C'est pour ça que je dis aux électeurs socialistes, venez, parce que c'est aussi la possibilité de gouverner, de gagner qui se pose, de ne pas laisser des Français face à cette option mortifère entre la droite et l'extrême droite. Et c'est pour ça que dimanche, c'est un vote historique. Et je me trouve ainsi, c'est ainsi, en position d'incarner cet espoir et ce choix essentiel, pas seulement pour la gauche, pas seulement pour la gauche, mais pour la France, parce que je pense que le destin de la gauche et de la France sont intimement liés. En un mot, Manuel Valls, est-ce que vous êtes comme Benoît Hamon pour la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine ? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez que je considère qu'il faut un État palestinien et un État israélien qui vivent côte à côte, mais ça n'est pas à nous de précipiter les mouvements. Il faut que les discussions se poursuivent, ça me paraît tout à fait essentiel. Mais vous savez, la position de la France, encore sa diplomatie agit ces derniers temps pour trouver une solution de paix entre Palestiniens et Israéliens. Merci Manuel Valls d'avoir accepté l'invitation de France Info.